La traduction, peut-être parce que j'ai fait du latin et du grec je sais plus, j'avais 13 ans quand j'ai commencé. Or, c'est forcément un parcours dans lequel on fait beaucoup de, je dirais pas de traduction, mais de version. Mais en tout cas, voilà, ça donne le goût. La littérature, je crois que, quand on lit depuis petit, on aime la littérature. Et puis, encore une fois, c'est le parcours universitaire que j'ai fait était un parcours littéraire. Et de toute façon, traduire, c'est écrire sa propre lecture d'un texte. Donc ça, j'imagine mal, si vous voulez. J'imagine mal, en fait, travailler sur des textes sans les traduire. Je pense que, et je le vois, les textes de la littérature bulgare sur lesquels j'ai écrit, à mon avis, les choses les plus pertinentes sont ceux que j'ai traduits. Pour remonter plus haut, je suis d'une famille de mathématiciens, donc j'ai fait la littérature, par goût de la contradiction, très très petit. Ensuite, oui, j'ai lu tout de suite, j'ai passé mon temps à lire, et un jour, à lire et à voyager, et donc un jour les deux ruisseaux se rencontrent et font une grande rivière. On ne peut pas ne pas se poser la question de la traduction. Il est vrai aussi que pour des questions générationnelles, encore moins, plus moi que toi encore, nous faisions énormément de versions thèmes au lycée, donc anglais, allemand, latin, grec, etc. On passait notre temps à aller et venir entre deux langues. C'était absolument pas la traduction, c'était de la bouillie infâme et immangeable, mais ça nous montrait qu'on était entre des langues en permanence, et ça nous a vaccinés dès le départ, sans le savoir, sur le fait que nous lisions des textes en traduction. Et dernière étape, et coup de chance, là aussi générationnel, parce que nous avons bénéficié de quelques aînés, en particulier Henri Michonic, dont on va reparler. Nous sommes arrivés, au moment où on a pu influer un petit peu sur le contenu de nos cours et orienter notre travail littéraire, au moment où, enfin, véritablement, on s'interroge sur la traduction, sur des bases saines, et non pas version thème, comme ça se pratique quand même toujours aujourd'hui, dans 99% des cas, peu de choses près. Alors, cet ouvrage, je crois qu'il est... D'abord, il est né de notre complicité à la fois pédagogique et intellectuelle. On a quand même écrit combien ? 5 articles, je crois. Et on a créé ensemble avec quelques autres collègues un master de traduction littéraire. Donc pendant plusieurs années, on a animé ensemble des séminaires. Et avec... je dirais que oui, on a vraiment eu la chance de pouvoir se trouver en traduction, parce que ce que nous avons voulu dire par ce livre, le message que nous avons voulu faire passer, n'est pas partagé, loin s'en faut, par tout le monde. Il est même assez peu partagé, je dirais, par beaucoup de collègues traducteurs. On est très minoritaire, mais absolument ravis de l'être, parce que d'abord notre minorité ne cesse de croître, et puis surtout les questions que nous nous posons, elles commencent à se diffuser. Comme je parlais de génération tout à l'heure, j'aurais dû en ajouter une, c'est la vôtre. Nous avons aussi eu la chance de rencontrer dans nos séminaires de traduction, de master, des dizaines et des dizaines d'étudiants du monde entier, absolument passionnés par cette idée que, pour prendre des vieux mots, la théorie et la pratique doivent se rejoindre, qu'on ne fait jamais que lire qu'en traduction, que ce que vous lisez en français, ce n'est pas un texte français, c'est un texte en français, et c'est un texte en traduction, et qu'à partir de cette base-là, alors là, la réflexion peut partir, la réflexion peut commencer. Et chance aussi, qui correspond tout à fait au moment où nous avons commencé à réfléchir ensemble, et à trouver certains collègues qui nous ont aidés, cette réflexion-là est aussi, se trouve aussi dans des domaines voisins des nôtres. Nombreux sont les philosophes aujourd'hui qui disent « Mais comment se fait-il que j'ai lu des bouquins sur Kant et sur Hegel, comme s'ils avaient écrit en français,
Simplement, on met, vous savez, on met les concepts entre parenthèses pour faire croire qu'on a appris quelque chose de sérieux et de compliqué. Quand vous voulez l'air malin, vous mettez la langue étrangère dans votre texte. Mais c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut que la langue étrangère imbibe la langue française que vous utilisez. Comme vos bons vieux principes qu'on emploie dans tous nos étudiants, il faut faire à la langue française ce que l'auteur a fait à sa langue littérature au départ. Et cette question-là, ça intéresse beaucoup de gens aujourd'hui et ça dépasse la seule littérature, si tant est que le mot littérature soit défini. Mais c'est sans doute en littérature que les questions sont les plus intéressantes. D'ailleurs, si on me poussait, je dirais qu'il n'y a pas d'autres questions théoriques ou pratiques sur la traduction autres que celles que pose la littérature. Non, nos spécialités, ce qui nous ont fait entrer à l'INALCO, nous on a travaillé sur 15, 20, 25 langues, je ne sais plus combien, parce que nous ne travaillons pas sur des langues, nous travaillons sur des littératures, sur des interrogations littéraires qui sont en langue. Et ensuite, comment on a fait pour travailler si la question est une question technique? Eh ben, avec un ordinateur, deux grandes gueules, et on a discuté, et on s'est dicté, interloqué, contredit pendant un bon moment, parce qu'on avait beaucoup de points d'interrogation. On voulait mettre noir sur blanc ce qui faisait l'objet de nos masters. Il fallait que ça prenne une forme un jour claire aussi pour nous. Nous sommes les deux premiers destinataires de notre travail. Et puis nous voulions, sur la base des ouvrages qui fondaient notre réflexion, c'est-à-dire ceux d'Henri Méchenique, poursuivre son travail, ne pas le fossiliser, ne pas l'enfermer dans un cercueil en disant « ça y est, la réflexion est éternellement, c'est fini pour l'éternité ». Et on a passé le travail d'Henri Méchenique, donc la poétique d'Henri Méchenique, au tamis de la sociocritique, qui est une autre entrée dans la théorie littéraire, mais qui ratisse sur les mêmes terrains. Et puis, si nous sommes les deux auteurs de livres, il y a aussi à peu près, je ne sais plus, mais presque une dizaine de contributeurs à qui nous rendons d'ailleurs la dette que nous avons. Et c'est grâce à eux que, justement, cet ouvrage n'interroge pas uniquement la littérature bulgare et coréenne, mais persane, arabe, tibétaine, je ne sais plus. Même l'anglais. Russe, oui. Et un grand merci aussi, parce que quand... enfin, je m'en aperçois à chaque fois, mais déjà le fait... quand on enseigne de manière assez interactive, et qu'on est en contact avec, justement, comme le disait Patrick, avec des étudiants qui viennent vraiment d'horizons extrêmement différents, eh bien, eux aussi nous aident à prolonger la réflexion, et je crois qu'on leur doit beaucoup, et on le montre aussi dans ce livre. D'abord, je voudrais quand même préciser que cette idée de serviteur, elle est absolument pas... D'abord, elle n'est pas la nôtre, et elle n'est pas nouvelle. Elle a à peu près 1000 ans. Oui. Justement, comment se fait-il qu'on ne cesse de rabâcher, c'était aussi une des choses que nous voulions faire, le coup d'antimite, évidemment un jeu de mots. Comment se fait-il qu'on ne cesse de rabâcher ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on veut nous laisser prendre comme des évidences? Donc effectivement, le traducteur qui est un serviteur, le traducteur qui est un traître, hein, en citant... ça me frappe à chaque fois qu'on veut me faire intervenir sur la traduction pour montrer que on sait quelque chose sur la traduction quand même. Aussitôt, il y a ce pseudo-adage qui n'est même pas un vrai adage d'ailleurs, qui n'est même pas italien. Traditore, traditore. Bien. Comment se fait-il que ça fait 1000 ans qu'on véhicule toujours les mêmes mythes, les mêmes idées fausses sur le traducteur, sur la traduction, et que on a cité le nom de Méchenique, mais je crois que c'est effectivement Méchenique qui a été peut-être le premier, moi en tout cas je ne connais personne avant lui, à essayer de renverser sur un mode polémique salutaire d'ailleurs toutes ces idées,
Et comment se fait-il qu'on n'arrive toujours pas à les renverser? Il faut rappeler que ceux qui pensent que le traducteur est au service de l'auteur, oui, dans un sens du terme, oui, nous nous mettons au service d'un auteur pour le faire connaître. Mais votre question est ce qui est dans la citation, le traducteur qui est toujours inférieur, il porte le cabas, il y a l'auteur qui est génial, et puis il y a le traducteur qui est là pour rendre service, mettre ça en français, et s'il te plaît, tais-toi, n'écris pas, fais pas de préface, pas de quatrième de couverture, laisse les grands parler. Ça date d'il y a 1000 ans, et ça date de l'époque où les gens pensaient que la Terre était plate. Et bien leurs opinions sont plates aussi, exactement les mêmes. Et nous essayons de faire les choses autrement, et nous sommes partis de cet adage, je crois que j'ai évoqué tout à l'heure, là, celui-là, il en devient un, c'est une phrase c'est la phrase de Méchenique, vous n'avez jamais lu Shakespeare. Vous avez lu Shakespeare en traduction. Et c'est sur ce phénomène que nous nous interrogeons, sur cette lecture-écriture, sur ce fait que, ben si, en français, Shakespeare, c'est nous. Alors évidemment, on ne se prend pas pour Shakespeare. Alors, vous imaginez ce qui arriverait. C'était la première idée du bouquin, je suis Shakespeare. Mais en fait, oui, la phrase exacte, c'est je suis Shakespeare en français. À condition que je fasse subir à la langue littérature française ce que Shakespeare a fait subir ou a traité à la langue anglaise de son temps. Si j'en fais de la bouillie française avec du passé simple pour faire croire que j'écris de la littérature, ça, non, je ne suis évidemment pas Shakespeare. D'où notre titre loufoque Shakespeare a mal aux dents, pour essayer de montrer que nous, en tant que traducteurs, nous écrivons le texte au plus près de l'intimité, nous savons très, très, très exactement, en plaisanterie, à quel moment Shakespeare avait mal aux dents, et donc à quel moment ces textes ondulaient ou étaient un peu moins tendus. La première chose qu'on découvre quand on est traducteur, c'est qu'un chef-d'œuvre, certes ça existe, Hamlet c'est mieux que mes cartes postales de vacances, mais n'importe quel texte, Shakespeare, Hugo, tout ce que vous voulez, n'a pas une intensité de valeur dramatique absolue de chaque mot d'un bout à l'autre. On veut croire que chaque virgule de Victor Hugo est géniale. Non, quand on traduit, nous qui nous interdisons de changer les virgules, contrairement à ce qu'on nous raconte, ben on s'aperçoit qu'effectivement il y a des moments où Hugo ne respecte pas Hugo. Et bien il y a des moments où Hugo, lui aussi, avait mal aux dents. On a choisi Shakespeare parce que c'était encore plus scandaleux, je crois, au départ, comme idée de dire que je suis Shakespeare. Dans les conférences sur la traduction, ça fait beaucoup bouger. Les traducteurs étant, dans leur immense majorité, eux-mêmes les premiers porteurs de tous les mythes dont tu viens de parler à l'instant. Ce mythe de l'ancillarité, je suis au service du texte, je dois me taire. On constate, nous, simplement que ça correspond tout à fait à l'intérêt. Donc, s'ils sont si rien et si petits, il n'y a pas de raison de les payer énormément. Et je pense que ce discours général recouvre des intérêts économiques bien compris. Le salon du livre s'est terminé hier. C'était toujours pas la fête des traducteurs. Je voudrais ajouter deux choses. C'est que ce que dit Patrick est très juste. C'est-à-dire que ne fait pas de note de traduction, ne fait pas de ce qu'on appelle le paratexte, ne fait pas de préface et de postface. Heureusement, les choses changent et oui, et surtout, je dirais, chez les éditeurs indépendants, les petits éditeurs indépendants, qui ont une véritable attention à la littérarité du texte. Et moi maintenant je suis de plus en plus convaincue que une des manières d'échapper à ce qu'on appelle aussi l'intraduisible, on considère qu'il y a intraduisible si on considère qu'effectivement on traduit des langues. À partir du moment où on traduit des textes littéraires, et à partir du moment où on considère que la traduction, ça englobe ce que les gens appellent la traduction, plus le paratexte, à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas d'intraduisible. La deuxième chose que je voulais ajouter aussi, c'est que la notion de serviteur va aussi de pair avec l'idée que la traduction n'est qu'une pâle copie d'un original, etc. Quand vous êtes dans une librairie, est-ce que vous voulez lire quelque chose, vous ne savez pas trop, ou bien vous voulez offrir un livre? Est-ce que vous allez dire
Écoutez, voilà, je voudrais acheter un original. Est-ce que vous pouvez m'aider, me conseiller? Non. Pourquoi? Je voudrais rappeler sous forme de boutade, mais qui n'est pas une boutade, cette simple vérité que un original, finalement, il ne tire son statut que de la traduction. Pour qu'il y ait original, il faut qu'il y ait traduction, sinon il n'y a pas d'original. Donc texte originel, oui, parce que certes, on traduit un livre qui a existé en tant que matériau, si je puis dire, avant, donc originel, oui. Original, bémol. C'est ça qu'on préfère nous parler de textes commencés, de textes continués, parce que les traductions seront reprises si le texte vit, mais ça n'est pas pour ça que les traductions sont mauvaises, c'est pas pour ça qu'elles sont incomplètes. On peut tout traduire d'un texte, l'intraduisible n'existe pas, on peut tout traduire d'un texte, ça ne veut pas dire qu'on traduit tout. On traduit ce qu'on Ça a l'air d'être un paradoxe. Mais ce que je lis, moi, aujourd'hui, je peux tout traduire. Dans 20 ans, relisez les bouquins que vous lisez maintenant, le livre sera matériellement, il fera le même poids, le même papier, la même encre, le même auteur, et vous ne lirez absolument pas la même chose. Dans ce cas-là, vous traduirez différemment. Est-ce que votre première lecture était fausse? Est-ce qu'elle était mauvaise? Non, mais c'était une lecture. Et c'était déjà une lecture d'une traduction. Notre travail est un travail de lecture, un travail de poétique de mécanique au prisme de la sociocritique. La sociocritique s'est intéressée tardivement, qui est l'étude de la socialité des textes, qui part de la cohérence d'un texte et qui montre comment ce texte fabrique son monde et renvoie au monde, comment toute narration est issue d'une narrativité sociale, toute société raconte des histoires de façon déterminée, à un moment M, qui est tout à fait différent. La France ne se raconte pas de la même façon qu'il y a 10 ans, et ne se raconte pas de la même façon que la Belgique. Et c'est dans ce bain-là que se créent les textes. Naturellement, quand on traduit, c'est ça qu'il faut traduire. C'est-à-dire pas un texte clos, fermé, avec de tant de mots, etc. Ça, c'est du matériau, c'est pas la littérature. La littérature, c'est la cohérence d'un texte qui renvoie à un monde. D'où l'exigence absolue que rappelait Marie à l'instant, que de rendre au traducteur l'accès au paratexte. Si vous pensez un tout petit peu à la façon dont les traducteurs travaillent en général, on leur donne une œuvre et on leur demande de faire un livre. On leur donne même un bouquin, on leur demande de traduire un texte. C'est-à-dire qu'on demande au traducteur de traduire avec moins de moyens que l'auteur, qui peut, lui, écrire sa préface, qui peut mettre sa couverture, qui peut déclencher un envie de lecture. Tout ça, on l'enlève au traducteur. Le traducteur a moins de moyens que l'auteur lui-même, alors qu'il devrait en avoir davantage. Et c'est en revendiquant, c'est une véritable revendication syndicale littéraire que nous posons, en revendiquant le droit à la préface, le droit à la couverture, le droit à faire tout ce qui fait appel de lecture, le droit à rendre le livre coréen ou bulgare dès sa couverture, de façon à ce que le lecteur soit déjà entré dedans. Ça fait partie pour nous des évidences absolues en tant que sociocriticien, mais les mécaniciens sont parfaitement d'accord, et quelques autres aussi. Les éditeurs moins. Les éditeurs beaucoup moins. Il y a encore toutes ces couvertures qui se vendent, qui racolent. Et là, c'est vrai, moi j'adresse le même salut auprès des petits éditeurs, des gens qui, en général, ont un double métier, travaillent tout seuls le soir, se ruinent pour lancer des auteurs rigoureusement inconnus, c'est-à-dire parfaitement inconnus de nous, c'est ça qu'il faut dire à chaque fois. Et eux, ils aiment la littérature, eux, ils aiment les textes, et ils sont prêts à se mettre, alors là, eux, pour le coup, au service du livre et au service du traducteur. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on traduit, nous voyons là où le texte a parfois ces petites incohérences, ces intensités, une intensité qui n'est pas la même. Et d'où l'idée effectivement que Shakespeare a mal aux dents. Quand Shakespeare a mal aux dents, c'est nous qui le sentons. Mais en même temps, je crois que 2 pages plus loin, nous disons que si Shakespeare avait mal aux dents, nous ne sommes pas ses dentistes. On n'est pas là pour réparer un texte, mais pas de sparadrap. Quand il y a
ça arrive, des erreurs, des choses qui sont faites par inadvertance, par n'importe qui, par tout le monde, peut-être même par le typographe, enfin ça n'existe plus, mais une petite erreur matérielle, oui, là le traducteur peut intervenir. Mais pour le reste, la cohérence, ou les limites à la cohérence, sans parler de l'incohérence, mais ça ces textes-là on ne les traduit pas, mais les limites à la cohérence d'un texte doivent être rendues. Alors là, c'est l'autre notion, celle qui est chez Méchanique, qui est celle de rythme. Le rythme, c'est tout sauf pan, 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 parce que là, vous êtes sûr de faire dormir tout le monde. Mais comment se fait-il qu'on puisse tenir 2h30 devant des pièces en alexandrin qui sont justement ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta? Pourquoi ça n'endort pas tout le monde? Pourquoi est-ce que ce rythme parle? Parce que dans ce rythme-là, il y en a quantité d'autres. Sur cette apparence de l'alexandrin en 12 morceaux, il y a quantité d'autres façons. Il y a des rythmes, des répétitions, des sonorités, des enjambements, des croisements, des césures, etc. Bon, bref, le travail littéraire, comment dire, le texte le plus bête du monde n'est pas bête, à partir du moment où il est écrit. Parce qu'on essaie d'avoir une cohérence. Même la littérature de gare la plus éloignée, même les petites gares qu'on va fermer en France, il y a quelque chose dedans. Parce que la cohérence n'est pas quelque chose qui sort du cerveau immédiat de l'auteur en disant « Tiens, je vais faire un livre cohérent ». Aucun écrivain n'a jamais travaillé comme ça. Le traducteur, lui, il a un double problème, c'est qu'il doit écrire, il doit faire du Shakespeare en français, et il doit être sûr que c'est bien du Shakespeare. Ce que Méchanique appelle la lecture-écriture. Avec un trait d'union entre les deux, on ne peut pas déplacer l'un de l'autre. Shakespeare, il avait de la chance, lui, il écrivait. Ils avaient moitié moins de boulot que nous. Et nous devons justement traduire non pas l'anglais, mais le shakespearien. Il se trouve que pendant 10 ans, les séminaires que nous faisions et je continue à faire, à assurer à l'INALCO, j'en faisais aussi j'en animais un en Bulgarie. Et pour faire comprendre à mes étudiants qui me disaient « Mais oui, mais madame, vous comprenez le bulgare ?» Alors il y en avait un qui me disait « Le bulgare n'aime pas les phrases courtes », un qui me disait « Le bulgare n'aime pas les phrases longues ». Et je leur disais « Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que le bulgare. » Je faisais mon cours, bien entendu, en bulgare. Je ne sais pas ce que c'est le bulgare. Pour moi, c'est virtuel. Maintenant, si vous me dites le bulgare de tel auteur, voire de tel texte, ça, oui, je sais ce que c'est. Mais le bulgare en soi-même, je ne sais pas ce que c'est. On n'arrête pas de nous répéter ça en français, il n'y a pas de répétition. Le français déteste la répétition. Moi, j'attends que le français me téléphone pour me dire qu'il n'aime pas la répétition. En attendant, on se fout de moi. Et on note, on détruit des textes. Alors ça, c'est le massacre généralisé que l'on appelle les crimes invisibles, où toutes les répétitions de votre original, pour aller vite, sont supprimées en français. Mais de quel droit ? Et sans parler du massacre absolu que sont les examens et concours français, où quantité de profs s'autorisent de ce fascisme linguistique pour zigouiller les étudiants parce qu'il y a des répétitions. Mais non, pourquoi il n'y a pas de répétition? Zut, zut et rezut. C'est là où on a proposé, nous, de traduire dans Shakespeare et Hamlet avec to be or not. Comme ça, au moins, ce sera clair. Non, c'est totalement criminel. Ce sont des crimes invisibles. En plus, ceux-là sont revendiqués. Et on vous dit à chaque fois, c'est le français. L'ainsi nommé français, ou l'ainsi nommé littérature française. Quand vos correcteurs vous flanquent du passé simple partout. Mais pas toujours partout. Donc on vous laisse le passé composé pour vous mettre du passé simple. Autrement dit, vous écrivez comme un crétin, parce qu'on vous mélange des tas de choses. Et c'est toutes ces questions que nous posons, des questions bizarres que nous posons dans le livre, comme par exemple, qui traduit quand on traduit? Qu'est-ce qui intervient dans la traduction? Il y a les correcteurs, il y a les directeurs de collection, mais il y a aussi l'impensé, le fait qu'on se plie sans faire attention à des règles qu'on nous a enseignées depuis des années, et si on n'est pas absolument penché sur son texte, et si on n'a pas la construction, la cohérence du texte, on laisse chacun passer des trucs. Quand on relit nos vieilles traductions, on trouve des tics de langage qui sont terrifiants, on a envie de se jeter par la fenêtre. Habitez au rez-de-chaussée si vous voulez devenir traductrice.
En fait, le terme de méthodologie, il ne faudrait surtout pas le prendre comme des recettes applicables. Chaque année, au début des séminaires, les étudiants disent « Oui, mais madame, voilà, comment il faut traduire ceci, comment il faut traduire cela ?» Donc plutôt, je crois que nous, ce que nous essayons de leur dire, c'est vous traduisez, ça veut dire que vous faites une lecture qui s'interroge continuellement. C'est-à-dire toujours le va-et-vient entre pratique et théorie, c'est-à-dire une pratique réflexive. Alors, moi, je sais que quand je traduis, finalement, si vous voulez, à chaque instant, mais ça ne me quitte pas deux questions qui me viennent dans Rémi Chonic. La première, là, dans ce texte, je dis bien dans ce texte, hein, qu'est-ce que l'auteur fait à sa langue qu'il est seul à lui faire? Et puis, deuxièmement aussi, il faut surtout que mon œil entende. L'œil y voit, c'est évident, mais il faut que mon œil l'entende, qu'il entende les rythmes, qu'il entende toutes ces choses-là. Et donc, avant tout, un traducteur littéraire, je pense que traducteur, on lui a dit tellement de choses depuis l'école, etc. Bien, mais avant tout, il faut qu'il entende le terme de littérature. Vous parlez de jeune, alors je ne sais pas si c'est avant qu'il ou elle devienne traducteur ou quand il a démarré dans la carrière. S'il a démarré dans la carrière, il y a toutes les questions que rappelle Marie, et une autre est aussi simple. Tu viens d'écrire ça, tu viens de traduire ça, pourquoi? Ben, tu as le droit, tous les droits, pas de problème. Tu as enlevé les virgules, pourquoi? Bon, ça vient d'où? Parce que tu as envie, parce que c'est joli? Non, ben, ça non. En quoi c'était dans le texte et pourquoi tu touches à un texte? Si c'est avant de se lancer là-dedans, je crois que pour être simple et court, on peut lancer une idée qui est encore plus délirante qu'ailleurs, mais qui commence à prendre forme, c'est que la traduction, ça s'apprend. Le traduire s'apprend. La lecture, écriture s'apprennent. Apprendre à lire des traductions, ça se fait. Et on veut nous faire croire que l'esprit français est très 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 opposé à ça. Le creative writing, apprendre à écrire, tout ça, c'est du pipeau, c'est de la mode américaine, etc. Mais c'est assez marrant parce que pratiquement dans le monde entier, ça se pratique maintenant. Mais nous, en France, nous sommes plus intelligents que tout le monde, puis nous avons l'Académie française, qui est uniquement composée de très 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 grands écrivains, comme Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. Nous avons une notion complètement individualiste. Ben non, le travail de traducteur n'est pas un travail individualiste. Le traducteur n'est pas seul. Il n'est pas seul dans sa langue, il n'est pas seul dans sa culture, et aujourd'hui, il n'est plus seul dans sa pratique du traduire.